bienvenue sur leur FM 100.9, c'est mes meilleures années comme tous les samedis aux environs de midi avec Gilles Charles. Et Gilles, cette semaine on parle, je crois bien, dans le monde du pestacle. Du spectacle. Bonjour, bienvenue, vous écoutez leur FM 100.9 le samedi à midi et le jeudi à 18h, c'est mes meilleures années. C'est la seule émission qui vous parle d'hier, d'aujourd'hui et en plus de demain. Aujourd'hui on part dans le monde du spectacle. Nous avons la chance de faire un retour en arrière avec un invité qui a presque la tête, qui a presque la voix. Alors il m'a dit qu'il ne faut pas dire sosie, il faut dire illusionniste. On reçoit aujourd'hui Franck Doria, bonjour. Bonjour. Alors comment on doit dire? Sosie officiel, illusionniste? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une définition quand on fait du Claude François? Alors quand on fait du Claude François, la définition de sosie, moi je l'aime pas, très sincèrement. Je trouve qu'elle est trop galvaudée et trop utilisée aujourd'hui. Voilà, mais disons que quand moi je parle du spectacle, je parle surtout d'un hommage à Claude François. Voilà, je pense que c'est peut-être le bon terme. C'est peut-être ce mot spectacle justement qui comprend tout un tas de choses. La musique, la chanson, les danseuses aussi qui sont super importantes, parce que moi je vous ai vu récemment et c'est vrai que j'avais un œil sur le chanteur, mais aussi sur les danseuses. Surtout sur une en plus. Ah, oui. Ça y est, il m'a balancé. Donc, Franck Doria, donc, alors, comment, avant de venir à Claude François, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Qui êtes-vous tout d'abord? Et quel est un peu votre parcours? En fait, le parcours, il est très très simple. Moi, j'ai fait des études comme tout le monde. Je suis passé par le collège, par le lycée, par la fac de droit. Et je vous coupe. On dit pas des études comme tout le monde, parce qu'il y en a certains qui ont évité les études. C'est vrai, oui. N'est-ce pas? Mais bon, alors des études simples jusqu'à la fac de droit. Et en fait, c'est à la fac de droit que ça a basculé et que je suis parti dans la variété. Et, voilà. Et quand vous dites fac de droit, c'était pour être avocat? Avocat ou juge. Voilà. D'accord. Mais bon, j'ai préféré partir dans le milieu artistique. Et donc, comment ça se passe? Alors, je crois que c'est à une soirée, vous avez fait, ou un concours, comment ça s'est passé? Voilà, exactement, c'est ça. À 17 ans, un radio crochet, c'était à Valras-Plage. Et donc, ce jour-là, il y a un agent qui vient me voir à la fin de la soirée, qui me laisse sa carte et qui me dit la voix est pas trop loin de Claude François. Si un jour vous avez l'idée de monter un spectacle, contactez-moi et puis on le fera ensemble. Mais avant d'arriver à Valras, vous aviez déjà fait des concerts, vous aviez déjà fait des spectacles, comment c'est venu? Jamais rien, uniquement des cours de chant. Ouais. Et c'est tout, et je chantais pour mon plaisir. Voilà, j'ai été inscrit en fait dans ce radio crochet malgré moi par des copines, voilà, qui m'ont inscrit, qui me l'ont pas dit. Elles m'ont dit par contre le soir faut que tu ailles chanter, sinon je me serais jamais inscrit moi-même. Et voilà. Toujours dans cette évolution, comment on devient, on s'intéresse, j'allais même dire, à Claude François? Parce que si j'ai bien compris, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais je crois que vous aviez 4 ans quand Claude François est mort. Voilà, ça part d'une passion, ça démarre à 4 ans et demi. En fait, à l'annonce de sa mort, moi ça démarre très rapidement. À l'annonce de sa mort, Mars 78. Mars 78. C'était un samedi. C'était un samedi et je me rappelle, c'est mes premiers souvenirs d'ailleurs d'enfant, et je vois tout le monde pleurer dans les rues, etc. Et je demande à mon père ce qui se passe et il m'explique en fait que Claude François est mort. Voilà. C'était moi qui étais fan à l'époque, c'était un jour à peu près, personne n'y croyait quoi. On était tous abasourdis, encore un mot compliqué à prononcer. Mais j'ai l'impression. On était tous abasourdis et je sais pas, les gens ils réagissaient pas parce qu'ils disaient c'est pas possible. D'autant plus que si mes souvenirs sont bons, je crois que quelques semaines avant, il avait une Mercedes, si mes souvenirs sont bons, et en Suisse il avait été canardé par des mitraillettes, je crois. Voilà, c'est ça. Et il avait échappé de peu aussi à la mort, donc c'était pas net toutes ces histoires. Oui, c'était au mois de novembre 77, c'est ça. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui encore, 40 ans après, presque, personne ne croit à la thèse de l'ampoule dans le bain. Disons que personne n'y croit et personne n'a prouvé le contraire jusqu'à maintenant, mais personne n'y croit, c'est vrai. Alors c'est un peu comme l'assassinat de Kennedy, on le saura jamais, je crois. Exactement, exactement. Donc pourquoi, on l'a dit, donc le jour de sa mort, vous vous dites mais il se passe un truc. Comment après vous êtes allé chercher des infos, vous êtes allé chercher des disques, vous avez écouté, vous avez accroché? Ça va très vite. Pour moi, la mort déjà je connaissais pas le terme, donc on m'explique ce que c'est. Et mon père m'explique qu'en fait on ne le reverra plus et en fait ça fait un premier choc. Je crois qu'on l'a jamais autant vu. Voilà. Et on l'a jamais autant vu finalement. Et du coup voilà, je m'intéresse au personnage et dès qu'il y a hommage ou émission de télé sur lui, je regarde. Je demande à acheter des disques, des cassettes, parce que je crois qu'on était la seule famille en France à l'époque à ne pas avoir ni un disque ni une cassette de Claude François à la maison. Ah ouais, c'est stupéfiant. Mon père n'aimait pas ça, n'aimait pas Claude François, ma mère non plus. Donc voilà. C'est un peu le paradoxe, parce qu'à l'époque, je me souviens, les hommes détestaient Claude François et les femmes adoraient Claude François. C'était un peu une caricature, c'était un peu ça. Chez moi, il y avait pas de demi-mesure, personne ne l'aimait. Voilà. Donc c'est vraiment, on peut pas dire que vous êtes tombé dans le bouillon jeune, c'est vraiment un parcours. Exactement, je vous dis, l'annonce de la mort, le choc, et puis le fait de voir surtout ce personnage qui bougeait.
qui était vraiment vivant, mais plus que vivant, et de comprendre quand on est enfant que c'est terminé, que ça s'arrête. Voilà, je pense que ça c'est vraiment le choc, électrochoc. Est-ce que vous vous souvenez de la première chanson que vous avez entendue de Claude François ? La première chanson que j'ai entendue de Claude François, alors c'est une chanson qui n'était pas connue, et ça s'appelait Pourquoi pleurer sur un succès d'été. Oh, ça a eu un petit succès quand même. Un petit succès, ouais. Mais on l'entend plus aujourd'hui. Bon, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, à part Alexandra et quelques chansons qui sont, on va pas dire démodées, mais qui sont encore dans les discothèques, parce que je crois que c'est un des chanteurs français qui est encore le plus diffusé en discothèque. Ouais, et de l'ancienne génération, et j'ai même envie de dire, je crois que c'est le seul d'ailleurs pour l'instant. Voilà, à part certains groupes comme Image, mais là on rentre dans un autre système et c'est déjà les années 80. Est-ce que 40 ans après, c'est pas un peu ce côté vintage, ce côté kitsch qui plaît aussi ? Ou alors finalement, c'est qu'on a toujours dit qu'il était en avance sur son temps, et que finalement, il est toujours dans l'air du temps. Alors, on me pose souvent cette question. Qu'est-ce qui fait que ça marche encore ? Pourquoi ça marche encore ? Et pourquoi lui et pas les autres ? Voilà, c'est toujours l'éternelle question. Et en fait, je crois qu'en fait, ce que Claude François a fait, personne ne l'a refait. Voilà, c'est-à-dire qu'il était... Je ne sais pas s'il était en avance, sûrement il avait de l'avance, mais en tout cas, il n'a pas été remplacé. Et je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il manque... c'était Guy Lux qui avait dit ça en 78. Il manquera définitivement quelque chose dans l'audiovisuel français lors de la disparition de Claude François, et c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais c'était, je pense que personne ne me contredira, c'était un phénomène, Claude François. Mm-hmm. On aime ou on n'aime pas, mais je me souviens quand il arrivait sur un plateau, c'était de la furie. On voyait, c'était pire qu'aujourd'hui, les matchs de foot avec les pancartes, là, c'était un peu la même chose. Les filles étaient hystériques, hein. C'était la et furie, on voyait ouais. tous ces gens qui dormaient sur son paillasson. Enfin, c'était plus qu'une légende. Et puis, c'était quelqu'un en plus qui était déjà en avance dans les médias, parce qu'il avait son magazine, il avait créé tout un business autour de sa marque. Alors, pour revenir à ça, oui, le côté fanatique, et ça dure encore. Moi, j'ai la chance de chanter très souvent au Moulin de Danemois, son ancienne demeure, là où il vivait, qui est devenu un musée. Et ses fans viennent souvent. Et ce que vous dites, c'est plus que réel, parce que elle pleure encore lorsqu'elle voit des spectacles de Claude François. Elle va encore pleurer sur la tombe, et c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'était vrai à l'époque, mais c'est vrai aussi aujourd'hui. Et justement, pour rester dans ce ton, vous dites elle pleure encore, mais par humour, j'avais envie de vous dire, est-ce qu'elle pose leur canne ? Mais est-ce que c'est intergénérationnel ? C'est parce que les gens qui ont connu Claude François, aujourd'hui, ils ont 40 ans de plus, quoi. Oui. Donc est-ce qu'il a conquis d'autres publics, j'allais dire, après sa mort ? Est-ce qu'il y a des jeunes de 15, 20 ans qui aujourd'hui sont fans de Claude François ? Alors, je pense que oui, mais je vous pose la question à vous. Mais de plus en plus, c'est ce qui est très étonnant, c'est que je pense que ces fans ont transmis l'héritage, et l'ont bien transmis. Parce qu'on se rend compte quand même depuis 5-6 ans maintenant qu'il y a véritablement un renouvellement du public. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on avait les gens qui avaient 15 ans dans les années 70, qui étaient présents dans les spectacles. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est des gens qui ont toujours ces gens-là, mais en plus, il y a les autres qui viennent se rajouter, les 15, 20 et 30 ans. Donc les nouvelles générations qui arrivent. Est-ce que c'est les mamans, à force de l'écouter, qui ont fait rentrer ça dans les oreilles de leurs enfants ? Ou alors toutes ces nouvelles générations l'ont découvert par Internet ou par... Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a la piste de familiale, mais il y a aussi la piste des médias. Il y a les hommages qui ont jamais cessé, les disques, les remixes, les reprises, parce qu'il y a tout eu sur Claude François. Donc en fait, c'est un personnage qui est parti physiquement, mais qui est resté au niveau de son héritage musical en place. On n'a aussi pas parlé des films. Il y a eu 2 films, notamment un film qui était Podium, je crois, en 2004. En 2004, Podium, 2012, le film Clo-Clo. On y reviendra dans un instant, parce que je crois qu'on vous y voit dedans. Oui, j'ai eu la chance de participer. On raconterait l'histoire. Ouais. Et puis, je parlais de Claude François, du coup. Je disais, il y a un paradoxe chez Claude François, si je dis des bêtises, vous me coupez. C'était quand même quelqu'un qui était le spécialiste de la reprise. Il adaptait beaucoup de chansons anglaises. Toutes les chansons qui marchaient en général, il les adaptait. Et finalement, ce qu'on retient d'aujourd'hui de Claude François, c'est une chanson qui a été composée par lui, qui s'appelle Comme d'habitude. Et cette chanson a été reprise à son tour. Et c'est un des plus grands standards de la chanson mondiale aujourd'hui, My Way. C'est aujourd'hui le plus grand, en tout cas la chanson la plus reprise, puisqu'on est à 2200 versions, c'est quelque chose d'exceptionnel, et je crois que tous les grands artistes de chaque pays ont repris cette chanson. Oui. Donc pour lui, c'est un réel pied de nez, l'artiste populaire par excellence qu'il était, qui était un peu, on va dire, placardé, grisé par la presse parisienne et les critiques parisiennes, qui se retrouve à être le chanteur français le plus repris au monde. Voilà. Ah, c'est paradoxe. Et la chanson est même au niveau du classement mondial devant le Boléro de Ravel. Ce qui laisse rêver, c'est-à-dire qu'il est même passé au-dessus des auteurs classiques. Voilà. C'est vraiment il n'y a pas très longtemps, on avait menti ici, on avait parlé de la chanson qui s'appelle Aller les Verts, en disant que c'était le second hymne national,
Mais je crois qu'on peut aussi dire que, comme d'habitude, fait partie du patrimoine et des hymnes français, presque. Ça fait partie de la culture française, oui, c'est sûr. Oui. Est-ce que vous avez la date de cette chanson ? 67. 67 ? Ouais, elle est arrivée en 67 et elle a été reprise. Elle est devenue My Way, plus exactement, parce que c'est pas une vraie reprise, puisque le texte est pas du tout le même, mais c'est devenu My Way en 68, l'année d'après. Et si mes souvenirs sont bons, j'avais lu ça, il y a eu plusieurs versions de texte de cette chanson, avant que ça devienne comme d'habitude. Complètement. Je crois qu'on lui avait proposé un texte qui lui plaisait pas du tout, et finalement... En fait, cette chanson, elle a tourné et retourné, parce qu'elle lui avait déjà été proposée quelques mois avant, mais il l'avait pas voulu, parce qu'en plus, elle correspondait pas du tout à son système de vie, et du fait qu'il se séparait avec France Gall et que la séparation était annoncée et douloureuse, cette fois-ci, la chanson devenait intéressante, et il la voulait absolument, il voulait l'utiliser. Voilà. Et la petite histoire en plus, je rajoute juste. On a tout notre temps. Mais, on est là pour les anecdotes. Elle a été écrite par Gilles Thibault, Jacques Revaux et Claude François, cette chanson, tous les trois. Et Jacques Revaux écrivait à l'époque uniquement et exclusivement pour Johnny Hallyday. Et Claude François était très jaloux des chansons que Jacques Revaux faisait à Johnny. Et en le croisant un jour dans un couloir d'une émission, il lui fait ça va Jacques, t'écris toujours pour les mêmes, pour Johnny et pour Claude François, bien entendu. Moi, un artiste comme moi, on n'écrit pas. Et il lui dit écoute Claude, je t'ai proposé une chanson, tu m'as dit que ça valait rien du tout. Voilà. Et donc il lui a dit finalement on revient. Parce que voilà, il s'est dit effectivement Jacques Revaux, il a une chanson, il écrit des succès pour Johnny, il va écrire des succès pour Claude François. Jacques Revaux qui écrit aussi de nombreux succès pour Michel Sardou. Michel Sardou, bien sûr. Je crois que c'est lui qui a écrit la musique du Connemara. Tout à fait, oui. Moi, parce qu'on est dans les anecdotes, j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez une anecdote que vous m'avez racontée il y a quelques jours concernant l'été indien. Alors, l'été indien, c'est 1975 et Claude François est sans tube, sans succès à cette époque. Et il regarde la télévision et justement, il y a Joe Dassin qui interprète l'été indien. Voilà. Alors, la petite anecdote, c'est que Toto Cutugno était venu en France et avait rendez-vous avec Claude François, parce que c'est Cutugno qui a écrit cette chanson. On rappelle que Toto Cutugno, c'est l'artiste qui a écrit des dizaines de tubes pour certains Français, dont Gérard Lenormand, Hervé Villard, Dalida, et j'en passe, Ringo, et c'est lui qui a chanté le fameux L'Italiano. L'Italiano, ouais, exactement. Et donc il vient proposer cette chanson à Claude François, et il se pointe au Moulin de Danemois, et malheureusement Claude François ce jour-là dort, 9h du matin, et son attaché de presse a vraiment pas envie de le réveiller. Alors Cutugno insiste, il dit mais on a rendez-vous, etc. Il dit oui mais vous avez rendez-vous, mais Claude François dort, et Claude François dort, moi je le réveille pas, je prends pas le risque. Bon, et Cutugno au bout d'un moment prend un peu les nerfs et s'en va, et d'ailleurs il prendra rendez-vous avec Joe Dassin dans la journée, et Jean Renard aussi, et ensemble ils vont finir l'été indien. Et voilà, on laisse dormir Claude François. Et Claude François, donc je reviens à l'émission de télé où il regarde Joe Dassin et il dit putain de chanson, c'est pas à moi qu'on va écrire des tubes pareils, etc. Et son attaché de presse tous, Jean-Pierre Bourter, qui était aussi un de ses compositeurs à côté de lui, tous aussi. Et il comprend qu'il y a un malaise, il leur dit qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, je vous passe le détail, mais c'est parti assez violemment. Et Bourter lui dit bah, écoute, Claude, cette chanson, elle était pour toi normalement. Alors là, en furie, comment pour moi, oui, pour toi, mais lui, il t'a pas réveillé en parlant de l'attaché de presse, il voulait pas te déranger, voilà. Donc il a viré l'attaché de presse tout de suite, et ils ont été obligés de lui écrire une chanson en catastrophe pour vite essayer de concurrencer l'été indien, et ça a été Le Chanteur Malheureux d'ailleurs, qui a été écrit à ce moment-là. Et après, ils se sont rattrapés, puisque je crois qu'il a composé, Toto Cutugno, une chanson qui s'appelle Écoute ma chanson. Voilà, alors du coup, évidemment, quand il a vu à côté de quoi il était passé, il a dit cette fois, vous le faites venir, et on va faire une chanson ensemble. Et si vous avez un peu de patience, vous allez sur Internet et vous cherchez Africa, c'est la version originale de l'été indien de Toto Cutugno. On va revenir dans le passé. On était tout à l'heure resté à Valras. Quel est ensuite le cheminement de Franck Doria, qui devient petit à petit la doublure, le nouveau Claude François? Alors, fini Valras, pas grand-chose. Moi, je finis mes études calmement, je pars à la fac. Enfin, donc, je passe mon bac, je pars à la fac. Vous enfilez la robe d'avocat, non? J'ai pas eu le temps. Je me suis arrêté en 2e année. Déjà l'envie des costumes. Jusqu'à là. mais ça aurait pu. Et bien que j'étais, plus je faisais les études de droit et moins j'étais passionné par le droit. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'allais vous dire, plus vous faisiez des études de droit et plus vous deveniez gauche. Non, ouais, oui, c'est pas ça. Et donc voilà. Et ensuite, je continue les cours de chant et je retombe sur cette carte. Mais vraiment des années après, et pour le coup c'est vrai, parce que c'est pas quelque chose que j'avais... Et du coup je me dis, ouais mais tiens, il m'avait laissé cette carte, je le contacte et on tente le coup, voilà.
Et il me dit venez à Nîmes, parce qu'il était de Nîmes, et c'était cette boîte existe toujours d'ailleurs, et c'était à Nîmes. Je suis allé à Nîmes et du coup on s'est mis d'accord. Et il m'a dit par contre, si on travaille ensemble, c'est un contrat d'exclusivité de 4 ans. Donc contrat d'exclusivité de 4 ans, ça voulait dire l'intermittence du spectacle, mais ça voulait aussi dire arrêter ses études. Voilà. Donc c'était un choix à faire et immédiat. Et quand on est complètement en dehors du système, j'allais dire, quand on connaît finalement rien à ce milieu, on arrive avec sa voix, finalement, que sa voix. Il vous prend complètement en main, il vous trouve des spectacles, il vous propose des danseuses. Et à l'époque, ça se passe comment? Vous chantez vous-même ou c'est des bandes? Comment ça se passe dès le départ? Les danseuses, j'arrive avec une équipe de danseuses qui était de Saint-Étienne. Les costumes, c'est moi en partie, lui dans la seconde partie. Et tout ce qui est affichage, publicité, c'est lui qui s'en occupe. Promotion et spectacle, c'est lui. Voilà, le deal, c'était quoi? C'était minimum 43 spectacles par an. Et je restais en exclusivité chez eux, donc pas de possibilité de faire de spectacle pour d'autres personnes. Et ça pendant 4 ans. Ça veut dire que vous avez écumé toutes les boîtes de nuit de France, tous les bals, à l'époque, oui. À l'époque, oui, parce qu'on faisait beaucoup de discothèques et beaucoup de effectivement de bals. On est à peu près en 95. Il faut se remettre à peu près dans cette histoire. On est en 95 et à l'époque, les comités des fêtes, les comités d'entreprise et les soirées privées, il n'y en avait pas énormément pour les gens qui reprenaient les carrières des autres. Voilà. Alors on va faire une petite pause musicale. Je suis sûr que derrière votre autoradio ou votre poste, vous avez deviné que ce soir et aujourd'hui même, on est le soir, le jeudi et le midi et le samedi, on va écouter du Claude François. On va écouter une première chanson, on revient juste après. La chanson c'est Alexandrie. Alexandra, est-ce que vous avez une petite anecdote sur cette chanson? L'anecdote très très simple, c'est que c'est surtout la dernier grand tube, et puis juste dans les paroles où il reparle de l'Égypte et il dit lui-même Alexandrie où tout commence et tout finit, et c'est avec cette chanson que tout s'est arrêté. Voilà. C'est vrai que c'est aussi un étrange phénomène de finalement, on a cette chanson, c'est un peu un bilan. Exactement, un bilan et un retour à l'Égypte, et finalement sa fin à lui. Allez, on écoute Alexandrie, Alexandra, on fait un peu de place pour les Claudettes et c'est parti. Salut, c'est Monty. Qui c'est les plus forts? C'est Loire FM. Allez les Verts. Un Monty qui nous a raconté une belle anecdote aussi avec Claude François. Il y avait eu des petits tiraillements dans un spectacle. Allez, on est dans Mes meilleures années, toujours avec Franck Doria. Franck Doria, est-ce que ça va pour cette deuxième partie? Ça va très bien. On reste dans le monde de Claude François. Comment vous avez été amené à aller justement à ce moulin de Danemois? Comment avez-vous été amené à rencontrer les auteurs de ces chansons et un peu, je pense, ce milieu-là? Alors, au niveau du moulin, c'est très simple. Le moulin a été racheté en 98. Et donc, à cette époque-là, les propriétaires en place aujourd'hui avaient décidé de lancer des dîners-spectacles. Donc, pendant 2 ans, on s'est tous succédé. Quand je dis on s'est tous succédé, c'est tous les gens qui chantent Claude François en France, en tout cas à l'époque. Voilà. Et de cette succession, ils ont fait un choix. Et j'ai eu la chance que ce choix il s'est arrêté sur moi. Et depuis donc 2000... ça fait 17 ans maintenant, je suis le seul à représenter Claude François là-bas. Voilà. Donc c'est agréable. Est-ce qu'aujourd'hui on sait le nombre de sosies qu'il y a en France qui travaillent ou qui font des petites prestations en se disant le sosie de Claude François? Alors actuellement, je pense qu'il y en a une 50aine, on va dire déclarés. Déclarés. Voilà, donc je pense pas déclarés, il doit y avoir à peu près 75-80 sosies actuellement. On a peut-être une question qui est peut-être pas intelligente, mais bon, je vais quand même la poser. Quand on parle de Elvis Presley, on a des sosies dans le monde entier. Est-ce que Claude François, c'est un phénomène vraiment franco-français, ou alors il y a des autres pays où est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des sosies de Claude François au Québec? Est-ce qu'il y en a en Belgique? Alors il y en a en Belgique. Alors en Belgique bien entendu, en Suisse évidemment, en France forcément, et on en a aussi maintenant qui arrivent en Afrique. Ouais. Donc voilà, donc je trouve que c'est sympa et voilà, c'est en train de s'étendre. Ouais. Il y en a même au Japon maintenant. Ouais. Et ils chantent tous en français. Non, au Japon ils chantent dans leur langue. Ouais. Voilà, c'est assez sympa à regarder. Moi je suis allé voir ça sur internet, c'est assez sympa, ouais. Une autre question, moi, qui vient là, c'est on a reçu au début de mon retour à la radio il y a 2 ans un sosie vocal de Michel Sardou. Et il nous expliquait que souvent les gens étaient déçus parce que finalement ils avaient envie de voir Michel Sardou, quoi. Est-ce que les gens, quand ils viennent vous voir, il y a une déception, il y a ce côté oui, c'est pas le vrai, quoi. Alors encore là c'est encore pire parce que le chanteur est mort, donc on peut pas vraiment voir le vrai. Mais est-ce qu'il y a un petit côté je sais pas comment l'expliquer, est-ce qu'il y a une déception? Voilà, c'est peut-être pas le mot, mais j'en trouve pas d'autre pour l'instant. Alors la déception, c'est compliqué à moi de vous le dire, mais je pense pas maintenant. Mais à l'époque,
je me remets toujours en 95-96 lors des débuts. Encore une fois, les sosies, les imitateurs étaient pas du tout à la mode et en vogue. Ils l'ont été dès 2004, après le film Podium notamment, et après les émissions C'est mon choix d'Evelyne Thomas, qui ont vraiment mis l'accent Très dessus. très bonne émission. Ouais. Mais avant, c'était des gens qui étaient pas vraiment à la page. Voilà. Donc, et moi, la première fois que j'ai chanté devant des fan clubs de Claude François, les gens étaient pas déçus, mais en fait, ils avaient tout simplement pas envie. C'est-à-dire que pour eux, on venait prendre la place de Claude François. Voilà, Voilà. c'était pas le mot déception finalement, c'était un peu la comparaison quoi. Complètement. Voilà, il y avait un petit. Et d'ailleurs, j'ai fait un spectacle, alors on parlait d'anecdotes, et ben voilà une, j'ai fait un spectacle donc chez Katie, qui était l'ancienne danseuse de Claude François, elle a un restaurant, elle a toujours d'ailleurs, le Kamoukera à Paris, et je fais un spectacle devant le fan club à l'époque, et personne n'applaudit au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et là je m'arrête, et je pense que il fallait s'arrêter, et en fait j'aurais expliqué que en fait c'était un hommage, que rendait hommage en allant sur la tombe, en allant au moulin de Danemois, et moi je lui rendais hommage en faisant un spectacle, mais finalement qu'on faisait tous ensemble un hommage à l'artiste, voilà. Et je crois que ça a fait du bien au spectacle parce que quand on a repris, les gens ont commencé à applaudir. Et je pense qu'il y avait besoin de leur expliquer qu'il n'y avait pas une prise de position, mais surtout que c'était un hommage qui était rendu et point. Surtout qu'il y a une chose à préciser, c'est que c'est pas des bandes, c'est vous qui chantez. Et finalement, au bout d'un moment, on oublie tout. Et moi, j'ai pas senti de différence dans la voix presque. On avait l'impression que c'était Claude François qui chantait, quoi. Vous êtes gentil et C'est-à-dire, plus que vous m'avez taquiné, je vais continuer. C'est vrai que je regardais beaucoup la danseuse, donc j'avais peut-être l'oreille qui était moins affinée. ça doit être ça. Et du coup, oui. Alors, pour revenir là-dessus sur le fait de chanter en direct, très sincèrement, moi, j'aurais refusé de faire un hommage à Claude François si ça aurait été du playback. Et ça, je vous le dis, c'est pas parce que je chante en direct et que je vous le dis, puisque justement, j'ai pris des cours de chant et de danse pour surtout danser et chanter, parce que je trouvais anormal, impensable, même inimaginable de faire un hommage à Claude François sans chanter et danser. Voilà. Et comment on se rapproche du timbre de voix de Claude François? Ça se travaille aussi, ou c'est que vous avez eu la chance aussi d'avoir un timbre qui était approchant? Alors, je pense qu'il faut avoir un minimum au départ. Parce qu'on ne peut pas modifier son timbre en permanence pendant 80 spectacles dans une année, pendant 1h30 ou 2 heures. Après, forcément, on va travailler le chant et on va travailler la façon qu'il avait lui de chanter. Voilà, il avait des façons bien précises, des fins de phrases bien précises, donc forcément, en les travaillant, on se rapproche du vocal. Est-ce qu'il y a justement des techniques, comment dire, est-ce qu'on vous apprend justement à la placer, la voix, à dire à ce moment-là il faut monter, il faut descendre, il faut enrouler il y a un accent, Alors un prof de chant, il va nous apprendre à placer la respiration, à faire les appuis comme il faut, mais il faut surtout pas lui parler de ressemblance, en général, en tout cas moi tous les profs que j'ai rencontrés, ni de ressemblance, ni de mimétisme, parce qu'ils sont pas là pour ça. Après c'est notre travail à nous, d'écouter l'artiste, d'entendre les temps forts, les appuis qu'il va avoir, parce que chaque chanteur s'appuie différemment, va taper différemment sa chanson, et à nous aussi d'essayer avec l'oreille de prendre justement ces intonations en plus. Est-ce que aussi au fur et à mesure du spectacle, on a un ordre précis de chansons justement pour monter dans la voix et pour justement bien se caler avec la voix? Alors, il y a des chansons qui font monter cette belle, cette belle, pas belle voix, mais cette belle intonation qui ressemble de plus en plus à l'original. Complètement. Alors déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que la voix elle se met à chauffer quoi qu'il arrive, et ensuite le spectacle il est fait de deux manières. Un, pour justement faire monter l'ambiance, et deux, pouvoir aussi se permettre de faire monter la voix petit à petit. Donc voilà, on l'équilibre comme ça. Une question un peu technique, est-ce qu'il y a une chanson particulière qui est plus facile pour chanter et une que vous avez vraiment du mal? Alors les chansons les plus faciles, c'est les chansons lentes, ouais. Parce qu'on a le temps de bien poser sa voix, on a le temps de bien se placer, et surtout le corps il n'est pas en mouvement. Dès qu'on a des chansons dansantes, forcément le corps est en mouvement, et là il y a des positions, du diaphragme, etc. qui sont bousculées, et là ça devient de plus en plus compliqué. Justement aussi toute cette partie de danse, est-ce que ça vous a imposé beaucoup de travail, de course à pied, d'endurance, comment on se prépare comme un sportif, j'allais dire? Alors plus que ça, parce que moi j'ai toujours chanté, même gamin. En revanche, danser, pas du tout. Donc pour moi ça a été un
parcours du combattant, la danse. Hein. En plus, j'étais en cours seul, c'est-à-dire avec un seul prof, parce que je pouvais même pas me mettre avec les autres, parce que c'était pas la peine, j'aurais fait perdre leur temps et je suivais personne. Donc voilà. Donc ça a été la croix et la bannière, et après beaucoup de vélo pour le souffle. J'aime pas courir perso, mais le vélo, par contre, vélo d'appartement ou vélo tout court, j'adore ça. Donc ouais, beaucoup de vélo. Pour ce qui est de tout ce qui est le côté spectacle, comment justement on recrute les danseuses? C'est des clubs de gym, des clubs de sport, c'est des connaissances, comment ça se passe là? Non, alors ça j'avais essayé pendant un temps donné sur les écoles de danse. Mais les écoles de danse en général, vous faites des spectacles le samedi, le dimanche et le vendredi et ils aiment pas voir partir leurs danseuses parce qu'ils les perdent. Ah oui, tout à fait. Donc ça c'est réglé. Donc ensuite c'est très simple, on fait appel à des filles qui sont déjà danseuses professionnelles. En général c'est toutes des filles de cabaret ou des filles qui donnent elles-mêmes des cours de danse dans des écoles privées. Voilà. Vous avez j'allais dire presque un fichier, vous avez 2, 3, 4, 5, et puis suivant les spectacles, vous les appelez? Alors, il y a une dizaine de filles actuellement dans le groupe, et effectivement, moi j'ai tendance toujours quand même à vouloir ressortir une équipe type. Voilà, parce que je préfère travailler avec une équipe type, et puis après, on va essayer de jouer sur les absences, sur les blessures, sur la fatigue de certaines et de les remplacer. Est-ce que c'est lié à la scène? Est-ce que c'est lié à la distance? Parce que vous prenez quoi? 2 danseuses, 3 danseuses, 6 danseuses? Comment ça se passe? Alors, c'est dans les contrats? Comment ça se passe? On va être très terre à terre, mais en général, c'est lié au budget. Ouais. C'est très terre à terre, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 6 filles sur scène. Après, ça fait un peu désordre et puis c'est pas très joli. Mais jusqu'à 6 filles sur scène. Et après, ça va dépendre des budgets, en général, des organisateurs. Bon, alors on a fait les danseuses et les costumes. Alors comment ça se passe? On s'influence, on achète des choses qui existaient déjà ou alors on crée? Alors, la création là-dessus, c'est toujours très compliqué. Voilà, on a un artiste qui est plus là, qui est décédé et qui avait un style bien précis et qui a été aimé par les gens parce qu'il avait un style bien précis, etc. Donc on est obligé de rester dans ce style bien précis. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'imagine. Et on peut pas trop non plus changer les choses parce que c'est pas le respecter lui, et de 2, on sait pas s'il aurait apprécié ou fait ça. Donc on est obligé de rester dans le système Claude François. Ce que je veux dire dans la création, c'est que vous allez acheter un costume type et puis après vous créez en y mettant, en le modifiant un petit peu, mettant des paillettes, en y mettant des boutons, je sais pas. Non, là-dessus, sur ce genre de matière, on est obligé de prendre des tissus bien précis. Et après, on prend des vidéos et on prend une couturière et elle reconfectionne à l'exactitude le costume. Parfait. On va parler dans la dernière partie aussi de cinéma, parce qu'on nous parlait tout à l'heure de podium, mais on va faire notre deuxième pause musicale. Alors vous avez choisi une chanson qui est peut-être un peu plus intimiste, c'est 17 ans. Pourquoi 17 ans? Parce que 17 ans, elle parle beaucoup aux fans de Claude François et elle lui parlait beaucoup à lui. 17 ans, c'est là où tout bascule pour lui. Il est chassé d'Égypte, ils doivent partir d'Égypte, ils n'ont pas le choix en même temps. Ils sont chassés, ils arrivent en France, ils ont tout perdu alors qu'ils étaient très riches, ils deviennent très, très pauvres. Et là, les années galères commencent parce qu'il faut manger, il faut trouver du travail et ça va être pour lui une véritable galère et par contre, c'est ce qui va le forger. J'ai discuté avec sa sœur, avec la sœur de Claude François, Josette François, qui m'a longtemps expliqué que Claude François, c'était la revanche d'une vie. Voilà, c'était une véritable revanche et cette revanche, il l'a eu à 17 ans. Juste une petite parenthèse, vous avez aussi eu l'occasion de parler avec les gens qui ont écrit les chansons? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté un peu? Il y a des anecdotes? Il y a des anecdotes, il y a beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, l'été indien, que c'était quelqu'un qui était exigeant. On a parlé d'Alexandrie Alexandra. Alexandrie Alexandra était faite, quand je dis faite, c'est-à-dire écrit, composé, enregistré et mis en maquette en 48 heures. C'était assez exceptionnel, c'est rarissime, mais Claude François voulait que cette chanson soit faite en 48 heures. C'est quelqu'un qui amenait des idées ou alors on lui proposait des chansons toutes faites? Comment ça se passait? Est-ce qu'on vous en a parlé un peu? Alors, il était toujours à l'origine des idées de la chanson. Et ensuite, ils étaient plusieurs à travailler sur les textes et sur les musiques. Mais en général, la musique, il aimait bien l'écrire lui. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait aussi une auteure, c'était Evelyne Buggy. Oui, alors voilà, on est dans la première partie de carrière, c'est ça, dans les années 60, 62, 67, et c'est elle qui va lui écrire quasiment tous les textes de 62 à 67. Allez, 17 ans, on revient juste après pour la dernière partie, toujours avec Claude François, mais surtout avec Franck Doria, 17 ans. J'ai eu moi aussi 17 ans, mais qu'ils sont loin, mes 17 ans. Ici,
Voici le 6e bulletin d'information. Vous écoutez Loire FM à Saint-Étienne 100.9. On est en plein dans les souvenirs, les années Claude François avec Franck Doria pour cette émission Mes meilleures années. On a parlé de beaucoup de choses, on va faire cette dernière intervention. On parlait de cinéma, alors dites-moi Franck, comment on se retrouve à être dans le film Podium qui était pas un hommage mais qui était une sorte de, comment dire, un peu le monde des sosies de Claude François ? Oui, c'est exactement ça. C'était même une très jolie parodie. En fait, voilà, c'est toujours pareil. En général, un casting. Donc, on va tous se présenter dans la région parisienne. On fait des essais voix, des essais de démarche, des essais de physique, voilà. Et après, ils en retiennent en général 3. C'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai eu la chance d'être retenu dans les 3. Voilà. Ça a duré combien de temps le tournage ? Alors le tournage, c'était à plusieurs reprises. La fois où on est resté le plus longtemps, c'était 15 jours. Et après, c'était des brides de 4-5 jours à chaque fois. Et finalement, au résultat final, on vous voit combien de temps dans le film ? Oh, ça se compte en secondes, malheureusement, mais oui, il y a 3-4 passages où j'apparais et c'est surtout très enrichissant. Et puis bon, c'est un petit peu, on est dans l'esprit aussi de compétition, même si on n'est pas là pour ça, mais c'est intéressant quand il y a les 45 sosies qui sont castés. Bah voilà, d'être dans les 3, c'est pas mal. Et avec les autres sosies, est-ce qu'on a le temps d'échanger, de parler de son métier, d'avoir des infos, se dire bah tiens, j'envisageais pas les choses sous cet angle. Est-ce qu'on apprend des choses ? Non, c'est très compliqué. Ou alors c'est la guerre des sosies. Mais complètement. Après, il y a des gens qui vous diront tout l'inverse parce qu'ils sont là pour passer de la pommade à tout le monde. Non, en fait, c'est la guerre complète. C'est une guerre qui est alors surtout quand on est dans la même catégorie. J'entends, et c'est une véritable guerre. Personne ne s'aime réellement, et tout le monde veut essayer de dévisser l'autre. Et en principe, ceux qui sont dévissés, c'est ceux qui sont tout en haut. Voilà. Généralement, c'est logique, voilà. On envie toujours ceux qui sont en haut. Ouais. Justement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les sosies ? Est-ce qu'on dit celui-là c'est le top 10, celui-là il est nul, celui-là il est mauvais, celui-là il est très bon. Je suis sûr que c'est des choses qu'on entend dans le milieu, non ? Bien sûr. Après, là, vous savez, c'est très simple. Les gens qui dépassent aujourd'hui, qui vivent, je parle des Claude François, qui vivent de Claude François, on doit être 3 en France, voilà. Donc le classement, il se fait lui-même. Et comment ça se passe par rapport à tout ce qui est business, justement, par rapport au fils de Claude François ? Vous êtes accepté, vous êtes toléré ou vous êtes part entière dans le système ? Alors c'est compliqué. Avec Claude Junior, puisque c'est lui qui s'occupe de tout ça. Lui déjà à l'origine n'aime pas le phénomène sosie. Voilà, au départ. Mais plus le temps passe et plus il est obligé de l'accepter, ou en tout cas de se dire que finalement ça apporte quelque chose aux fans et ça apporte aussi quelque chose à l'image de son père. Tout à fait. Voilà. Vous continuez à le faire vivre finalement. Alors de le faire vivre et en plus de montrer, vous avez parlé tout à l'heure, tout début de la jeune génération. Tout à fait. Voilà, s'il n'y a pas les imitateurs, les sosies, la jeune génération va pas forcément s'intéresser d'elle-même à Claude François. Voilà, donc on fait partie de cette chaîne qui permet à Claude François d'être aujourd'hui encore entre guillemets sur scène. Les spectacles, c'est toutes les semaines, comment ça se passe au niveau professionnel ? Là aussi, c'est vous qui allez démarcher on a parlé tout à l'heure de comité des fêtes, de discothèques, c'est vous qui allez démarcher ou alors avec le temps, maintenant on vous connaît, on dit on veut Claude François, on va appeler Franck Doria ? Moi j'ai eu la chance pour ma part de pratiquement jamais démarcher. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des agents qui ont fait très bien le travail, et ensuite il y a eu le bouche à oreille qui fait aussi très bien son travail. Donc j'ai la chance de pas démarcher mes spectacles. Ce qui veut dire que les gens sont contents alors si le bouche à oreille fonctionne. J'espère qu'ils sont contents, en tout cas ça dure, et j'espère que ça durera encore pendant quelques années. Et justement, si on revient un peu sur le passé, au bout de 4 ans avec ce producteur là, quand vous avez démarré, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 4 ans ? Alors vous avez pris vos propres ailes ? Oui, parce qu'après on n'était plus d'accord vraiment sur certaines choses. Lui et ça se défend était très bien en me disant bah, écoute 40-50 dates par an c'est très bien et puis on n'a pas besoin de forcer plus. Voilà, ça rentre bien. Enfin voilà, tout le monde était content et moi je lui disais non parce qu'il y a toute une clientèle qu'on travaille pas et qu'il faut travailler. Voilà, donc on s'est séparés mais on travaille encore ensemble aujourd'hui. Donc il vous propose encore des dates ? Bien sûr. Sur le sud alors ? Sur le sud et parfois aussi dans le nord parce qu'il a des touches un petit peu de partout. Et quand on est dans la région stéphanoise, lyonnaise, est-ce qu'il y a beaucoup de dates sur notre région ? Alors très sincèrement, moi, vraiment pas trop. Ouais. Et je pense que en plus avec le spectacle que j'ai encore moins.
mais non, vraiment, je travaille très très peu sur la région. Et il y a une explication? Oh, il y en a plusieurs. D'abord parce que je suis de la région, donc ouais, mais bon, vous savez, il y a un vieil adage qui dit nul n'est prophète en son pays, et je pense qu'il est tout à fait valable pour moi. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que comme on est de Saint-Étienne, les spectacles vont être gratuits, etc. Et ils vont nous payer un verre à boire et un peu à manger. Alors je les rassure tous, j'ai à manger chez moi et j'ai à boire aussi. Alors que dans le Donc, Nord, voilà. on vous offre les frites. Ouais, plus que ça même. Ouais. Non, c'est très différent. Ouais. Voilà. Très très différent. Et est-ce qu'il y a des régions particulières où on est plus fan de Claude François, ou Bien sûr. où on est plus fervent, j'allais dire? Le Alors- Nord peut-être, qui est une région qui est très très fervente au niveau du Complètement. sport. Le Nord, complètement. Moi, je sais que le meilleur public. On va pas parler de meilleur public, mais là où il y a le plus d'engouement, c'est le public du Nord, Lille, Dunkerque, et puis toute la région strasbourgeoise aussi, où ils sont vraiment à fond sur les spectacles. Ouais. Du coup, vous allez jusqu'en Belgique, non? Bien sûr, la Belgique. Alors, j'ai pas parlé des Belges, mais les Belges aussi, c'est une autre façon de faire la fête. Ah ouais. Ouais, c'est extraordinaire. Ils ont une façon de faire la fête qui est extraordinaire. Mais justement, nous on connaît pas. Quelle est la différence entre un public français et un public le belge? Eh ben, je vous À explique. part qu'ils ont la frite. Alors, je vais y aller doucement parce que je voudrais quand même faire encore quelques soirées en France. Mais la différence, c'est que quand on fait un spectacle, une fois que le spectacle est fini, on a tendance à voir la salle se vider. En France, je parle. En Belgique, une fois que le spectacle est fini, s'il finit à minuit, les gens restent jusqu'à 4-5 heures du matin, ils font la fête Ils jusqu'au dansent. bout de la nuit, ils dansent. Et surtout, il y a un vrai mélange de générations. C'est-à-dire que ça danse entre des gens qui ont 60 ans, 70 ans et des gens qui ont 15 ans. Ce qu'on voit très peu chez nous en France. Justement, quand on est stéphanois, l'année prochaine, si j'ai bien noté, c'est les 40 ans du décès de Claude François. Est-ce qu'on n'a pas envie de monter un événement, de faire un concert à Saint-Étienne, un spectacle, un spécial Claude François? Est-ce qu'on n'a pas envie de finalement, c'est un peu dans le ton d'aujourd'hui, de faire bouger cette ville stéphanoise? Si on est en discussion sur un projet sur Saint-Étienne, donc je peux pas trop en parler parce que comme oui. rien n'est fait, on attend. Mais par contre, oui, en tout cas pour les 40 ans, il y a déjà 2 projets qui se profilent pour moi, c'est-à-dire le spectacle avec orchestre, parce que ça c'est quelque chose qui me bottait depuis très longtemps, qui est dangereux, qui est risqué parce que là on travaille avec, il y a plus de borne son, il y a plus rien à l'arrière, mais je trouve que c'est super agréable. Donc un orchestre. Et puis le deuxième projet qui est en train de se monter pour l'instant, alors ça on n'en a pas encore parlé, mais on en parle aujourd'hui. C'est le spectacle historique, un spectacle qui va raconter la vie de Claude François, donc du début, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à la fin, je prendrai en fait 3 personnages dans ce spectacle, puisque au début j'arriverai avec une perruque brune et ça sera la période belle si j'avais un marteau, etc. Ensuite les cheveux un peu plus longs, ça sera le début des Claudettes, et après on finira avec le look Claude François 70 disco, Donc un spectacle qui tournerait dans toute la France. qui va tourner dans toute la France. Ouais. Si je mets pas les pieds dans le plat, je crois que l'année prochaine, on est en... Non, c'était cette année, je crois, 2000. Je crois qu'il y avait les 40 ans de Miss France, qui était une Terranéenne aussi, Madame Lilio. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire un truc là pour les 40 ans là? Est-ce qu'il tout tourne en même temps là? Parce que Madame Lilio, je crois qu'elle est de Terre-Noire, et je crois que Franck Doria est aussi un peu originaire de Terre-Noire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire là pour ces 40 ans de Claude François, de Miss 68 Peut-être, pourquoi pas, il y a quelque chose à faire. Je sais pas, je vous vois sourire, il y a peut-être quelque chose qui est dans la non, boîte là. pas non du tout. Pour l'instant non, mais bon, ça peut être une idée. Non, mais il y aura peut-être un truc. Il y aura un truc. Miss 67, il me semble. Je crois que c'est 68, pardon. 68. Il me semble, mais on va peut-être vérifier. Mais non, mais ça serait fantastique. On est dans une ville qui veut bouger. On aurait une fête populaire avec les Miss et Claude François. Mais il faut faire un appel à M. Perdriau. Eh ben pourquoi pas, regardez, on va profiter de ça pour le faire. Allez, dernière question qui est sur le côté physique justement. Est-ce que ça... On n'est pas allez, je cherche mes mots. Vous me fixez, je perds mes mots. On n'est pas le sosie de Claude François. Donc comment on se transforme, on devient Claude François? On se fait pousser les cheveux, on se fait teindre, on se fait, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, On passe des heures devant son miroir aussi? Ouais, pour revenir sur ce que vous disiez, pour venir confirmer ce que vous dites maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du sosie de Sardou, qui était sosie vocal, mais Sosie vocal. qui ressemblait pas, etc. Voilà. Alors moi j'ai connu ce problème, j'ai très bien connu, puisque j'ai démarré les premiers spectacles Claude François à 17-18 ans, mais alors c'était des petits spectacles. J'avais Et 17 ans. j'étais brun, et donc... Ah ouais, là ça fait un choc, je pense. Bah voilà, vous avez tout compris. C'est-à-dire que la voix c'était quasiment la même, sauf avec un peu plus d'âge aujourd'hui. Par contre, le physique c'était pas du tout le même, ça marchait pas du tout. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui les gens, ils ont besoin d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'il faut pas se leurrer, ils ont besoin du look et ils ont besoin de la voix. S'il n'y a pas les deux réunis, ou en tout cas une partie de chaque côté, je pense que très sincèrement ça peut pas marcher. Pourquoi ça peut pas marcher? Je vais pas dire, je vais vous le dire, mais pourquoi ça peut pas marcher? Parce qu'il n'y a pas d'illusion. Voilà. Et je crois que les gens, aujourd'hui, quand ils viennent voir un spectacle de Claude François, en tout cas, ils ont besoin de rêver, d'avoir l'illusion. L'illusion, au moins pendant un instant.
Et je pense que s'il n'y a pas les deux réunis, ça fonctionne pas. Voilà. On est vraiment finalement, c'est vraiment ce terme d'illusion. Ah oui, complètement. Mais moi, et puis on le voit parce que ils attendent. Ils attendent, ils sont là, et on voit tout de suite quand vous rentrez sur scène, vous voyez le regard de ceux qui ont l'illusion de retrouver celui qu'ils ont perdu. Et je me rappelle des années 94-93, vous avez la déception quand j'arrivais en disant « Ah, mais c'est pas du tout ça, il était pas comme ça du tout. » Voilà. Donc il faut pas oublier la voix, le look, Ouais, les costumes, la tenue, la coupe de cheveux, la couleur des cheveux. et les clodettes. Et les fameuses clodettes. Voilà. Donc s'il manque un ingrédient, j'ai envie de dire que le repas est gâché. Voilà. Il y avait trop de choses autour de Claude François pour arriver sans quelque chose, justement. S'il manque le moindre truc, on va dire, voilà, ça fonctionne pas ou ça nous fait pas rêver. On a vu récemment aussi un spectacle avec des hologrammes de chanteurs, notamment Claude François. Quel est votre point de vue, vous, sur cette technique ? Alors, déjà, moi, à l'origine, j'en avais parlé à Fabien Lecoeuvre, à l'époque, et je lui avais dit que j'étais totalement contre cette idée d'hologramme. Alors, l'explication, c'était que, vous pouvez me dire, oui, mais les sosies, c'est la même chose. Non, parce que Claude François aimait les sosies, et c'est même lui qui a lancé le premier concours de sosies à son époque. Par contre, un hologramme qui fait une émission à sa place et qui vient chanter à sa place, je pense qu'il aurait été lui foncièrement contre. Voilà. Donc déjà, je pense qu'on n'a pas du tout respecté le personnage. On lui a fait dire des choses qu'il aurait sûrement jamais dit. Et en plus, je trouve qu'à un moment donné, il faut savoir pas toucher à certaines choses. Et en plus, c'était très mal fait. En plus. Question, Philippe ? Oui, non, juste pour préciser que de ce dont tu parles, il y avait une date de prévue à Saint-Étienne au Zénith, elle a été annulée parce qu'a priori, il n'y avait pas de réservation. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné finalement. Ouais. Alors juste pour compléter, il n'y a pas qu'à Saint-Étienne parce que toute la tournée s'est annulée parce que les gens étaient vraiment déçus. Mais moi j'ai vu des extraits déçus. à la télé, et c'est vrai que ça faisait bizarre, quoi. Une autre chose, moi je me souviens de Podium, il y a une séquence qui est extraordinaire, c'est Claude François qui est au piano, je crois, et à côté c'est Benoît Poulvorde. Est-ce que ça vous a fait, comme à moi, parce que vous êtes un fan de Claude François, et moi aussi par la même occasion, est-ce que ça vous a fait quelque chose quand on voit ce genre d'image, ce montage qui fait que finalement il est là avec... il est là aujourd'hui, quoi, encore. Alors, c'est étonnant que vous me parlez de ça parce que je vais vous en parler d'autant plus que j'ai assisté, mais alors de A à Z au tournage. Voilà, donc de A à Z, puisque j'étais dans la pièce et puis j'ai fait pas mal de prises de dos. Je suis bon quand même. Ouais, je sais pas si c'est fait exprès, mais donc oui, c'était très impressionnant. C'était très très impressionnant parce qu'on voyait les images quasiment une par une quand elles étaient faites et c'était très très impressionnant parce qu'on avait vraiment l'impression à un moment donné qu'il était là. Ouais. C'était là pour le coup, oui. Là pour le coup, c'était réussi. Ouais. Et vous avez eu l'occasion d'échanger un peu avec l'artiste qui était Claude François dans le film, Benoît Poulvorde ? Alors plus que ça, parce qu'on a alors quand je suis parti 15 jours à Ponto-Combo, on a partagé la même loge. Voilà, donc parce que il avait besoin de renseignements, parce qu'attention, il n'a pas fait Claude François juste pour faire Claude François et pour prendre un chèque. Hein. Non, mais ce mec est génial. Ouais, je pense que quand il voulait est dans tout un savoir. rôle, il est dans le rôle, quoi. Alors il voulait tout savoir, il voulait savoir le pas de danse, pourquoi c'était plus comme ça que comme ça, pourquoi il avait besoin d'anecdotes, il avait besoin vraiment d'entrer dans le personnage. De poser des questions, ouais. Et apparemment, il y a plein de questions qu'il avait et on lui avait pas donné les réponses. Donc il se faisait un plaisir de les poser et il avait besoin qu'on lui raconte tout ça. Donc humainement. Et de s'imprégner, je pense aussi d'un sosie. Humainement, c'est une super rencontre alors. Oui, énorme, ouais. Est-ce que vous avez encore des relations, non ? Non, on s'est recroisés en Belgique, c'était après Podium, mais 3 ans après, où on a refait un événement ensemble, c'était à Bruxelles, et après plus. Voilà. Est-ce qu'il y a justement, vous avez la chance de tourner, est-ce qu'il y a des artistes que vous croisez, des réels, pas que du monde des sosies, Est-ce qu'il y a des réels, et est-ce que les réels vous parlent, vous donnent des conseils, vous dites, on peut tomber sur des gens qui ont connu vraiment le vrai Claude François, est-ce qu'ils vous en parlent ? Oui, alors ceux qui l'ont connu, oui. Immédiatement, ils viennent nous en parler. On n'a même pas besoin de leur poser la question, en fait. C'est eux qui nous en parlent. Mais je l'ai bien connu. Et ils vous disent quoi ? Vous êtes vraiment dans le rôle ? Vous êtes Oui, alors pour le rôle, oui. Et après, en général, c'est pas des commentaires sur l'artiste qui sont bien flatteurs. Tout le monde nous dit il avait un caractère exécrable. On peut dire ce mot-là ? Voilà, ça revient sans arrêt. Exécrable. J'ai discuté il y a pas très longtemps avec Alain Chamfort, qui est venu au Moulin de Danemois. C'est un personnage de la carrière de Claude François,
plus, Exactement. il a écrit quelques chansons pour Claude François, je me rappelle plus les Et il titres. était à Flèche Prod, enfin Ouais. c'était Flèche Production qui le produisait à l'époque, et il m'expliquait que alors Claude François il l'aimait beaucoup, Jusqu'à mais- qu'il lui fasse de l'ombre. ouais, mais qu'après il était un peu jaloux parce que quand il faisait les premières parties, il avait un franc succès, et donc voilà, je peux le dire parce que c'est lui qui me l'a dit, hein. Il se gênait pas, Claude François se gênait pas pour demander au régisseur son de couper la réverb pendant le tour de chant de chant fort, C'est etc. exactement ce que nous a dit Ouais. Monty il y a quelques semaines. Pour qu'il puisse être mis vraiment en Ouais. valeur quand il arrivait, quoi. Vous Voilà. vous souvenez pas du titre qu'il avait écrit Alain Chamfort que pour Claude François? Je me souviens pas, non. Et oui, Voilà. c'était un gros Je sais que Juvet a eu le même souci quand il a fait Ouais. le Lundi au Soleil, c'était pareil. Voilà, donc voilà, tous ceux qui sont passés par Claude François ont eu la chance de le rencontrer, et après, voilà, ça s'est un peu gâté. Pour conclure, est-ce que vous avez un mot à rajouter? Oh, j'ai pas grand chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà, si ce n'est que j'espère que ça va durer encore un petit paquet Quand d'années. quelqu'un veut faire venir Franck Doria, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous contacter? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un mail, un site internet? Il y a le Facebook Franck Doria et On va sur le Facebook Franck Voilà. Doria, on envoie un petit mot, on dit voilà, Exactement. samedi 15 mai, je fais mon anniversaire, je voudrais voir Claude François, comment ça se passe? exactement, et on envoie des devis, etc. Et on répond très très vite. Et j'ai bien compris que si on vous fait venir à Saint-Etienne, donc il faut vous payer un verre. Hein. Voilà, au moins 2. En tout cas, merci Franck Merci d'être beaucoup. venu nous voir. On a fait une belle émission sur Claude François et puis on va se séparer avec une dernière chanson, une des plus connues, je pense, de Claude François, hein, Le Vagabond. Est-ce que là aussi vous avez une petite anecdote? Oui, bah, s'il y a une chanson qui résume sa vie et qui résume sa carrière, je crois que c'est celle-ci. Donc c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci pour conclure. Merci beaucoup Franck Doria Merci d'être venu beaucoup. jusqu'à notre micro de Loire FM. On se sépare avec Franck Doria qui va s'en aller, il va reposer le costume et les paillettes. On part avec Le Vagabond et nous on revient la semaine prochaine, même fréquence, même heure, le samedi et le jeudi. Bonne